mon mari, Julien Moreau, m'a emmené à un dîner avec sa patronne, Monique Duval. C'était un vendredi à 19 h. Le lieu était un restaurant allemand sur la Chicago Riverwalk. J'étais assise près de la fenêtre avec un verre de Riesling intact devant moi. Les lumières de la ville se reflétaient sur la rivière à l'extérieur, assez belle pour ressembler à un adieu soigneusement orchestré. Quand Julien a tiré ma chaise, il a murmuré doucement, « Reste juste silencieux ce soir. Monique aime les épouses que l'on voit et que l'on n'entend pas. » J'ai hoché la tête. Il a souri, satisfait. Dans ses yeux, j'ai toujours connu ma place. Marié depuis 8 ans, je suis passé d'ingénieur de conformité de la chaîne d'approvisionnement automobile à ce qu'il appelait une épouse au foyer. Chaque fois que des étrangers me posaient des questions sur mon travail, ils disaient toujours que j'avais passé quelques années dans une multinationale, mais que j'étais rentré me reposer à cause de ma mauvaise santé. Il n'a jamais mentionné que j'avais passé 4 ans en Allemagne. Il n'a jamais non plus mentionné que j'étais auditrice de conformité de la chaîne d'approvisionnement pour une entreprise allemande. Et il ne savait certainement pas qu'écouter l'allemand était à peu près la même chose qu'écouter l'anglais pour moi. À 19 h 15, Monique Vance est arrivée. Elle était la supérieure directe de Julien, la vice-présidente d'Apex Manufacturing. Elle avait la quarantaine, un carré strict, et portait une veste de costume noir sur le bras. Au moment où elle est entrée, Julien s'est immédiatement levé, ses yeux montrant bien plus de différence que lorsqu'il me regardait. « Monique, par ici. » Monique m'a jeté un coup d'œil et a souri, disant « Ce doit être Madame Moreau. J'ai tellement entendu parler de vous. » J'ai souri en retour. « Enchanté de vous rencontrer, Monique. » Après qu'elle se soit assise, le serveur a apporté les menus. Julien m'a parlé brièvement en anglais des plats, puis a naturellement basculé en allemand pour parler à Monique. Puisqu'elle ne comprend pas l'allemand, nous pouvons parler directement. Mon doigt s'est immobilisé sur le pied de mon verre de vin. Monique a laissé échapper un léger rire. « Gut, und Sie ?» Julien a baissé la voix. Je l'ai regardé. Il coupait toujours mon pain, ses mouvements aussi attentifs que ceux d'un mari parfait. Monique a demandé « Était-ce ?» Julien a répondu « J'ai finalement compris. » Ce dîner ne servait pas à me présenter à sa patronne. Il s'agissait de m'amener à table pour me servir de bouc émissaire. Monique a levé son verre. Son ton, plus léger, a souri. Julien a ri. Point une petite traductrice qui ne connaît rien à la conformité. J'ai soudainement eu envie de rire. Il y a 8 ans, lorsque Julien a ramené pour la première fois un email de plainte d'un client allemand concernant Apex Manufacturing, il a fait les 100 pas toute la nuit, trop anxieux pour dormir. C'est moi qui l'ai traduit pour lui. C'est moi qui lui ai appris la différence entre une déviation technique et un risque de sécurité. C'est moi qui lui ai dit que les clients allemands se souciaient moins des excuses que des actions correctives et des enregistrements de traçabilité. Il a été promu superviseur grâce à ce rapport de remédiation. Au fil des ans, il m'a lentement rétrogradé de professionnel averti de l'industrie à « petite traductrice ». Monique a demandé à nouveau « Est-ce que c'était ?» Julien a semblé absolument certain. Juste au moment où cette phrase est tombée, le serveur est arrivé avec la soupe. Je me suis levé. Julien a levé les yeux. « Où vas-tu » J'ai pris mon sac à main, ma voix plate. Je me sens un peu mal. Je vais rentrer à la maison. Il a froncé les sourcils. Les amuse-gueules viennent d'arriver. Monique m'a regardé, un soupçon de curiosité dans les yeux. Je lui ai souri et j'ai dit en allemand courant, Guten Appetit, Frau Vance. Son visage a légèrement changé de couleur, mais Julien n'a pas saisi la nuance, supposant que je ne faisais que mimer une phrase que j'avais entendue. Je te raccompagne, a-t-il dit. Pas besoin. Je l'ai regardé. Prenez votre temps pour parler. En sortant du restaurant, le vent de la Chicago River était glacial. Je me suis tenu sur le trottoir et j'ai ouvert le fichier d'enregistrement audio sur mon téléphone. Du moment où Julien a dit que je ne comprenais pas l'allemand au moment où il a dit que je ne pouvais pas me permettre un divorce, j'avais tout enregistré. Quand je suis rentré à la maison, je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien cassé. J'ai ouvert mon ordinateur portable, sorti un modèle d'accord de règlement matrimonial, et tapé « Julien Moreau » dans le document lettre par lettre. Quand l'ordinateur a démarré, le fond d'écran était toujours une vieille photo. Elle avait été prise à Stuttgart, en Allemagne.
J'avais 27 ans cette année-là, debout devant une usine de pièces automobiles, vêtu d'une veste de travail grise. Mon badge portait le nom de Sophie. Derrière moi se trouvait la barrière de sécurité bleue de l'usine d'estampage. Et à côté de moi se tenaient plusieurs auditeurs allemands. Je venais de terminer un audit de processus fournisseur, traquant les lots de matériaux, les journaux de traitement des eaux usées et les étiquettes d'entrepôt de matières dangereuses de 7 h du matin à 21 h pendant 3 jours consécutifs. Quand ce fut fini, l'auditeur principal allemand m'a dit « Et ist alle in Ordnung, Frau Dubois ». J'ai conservé cette phrase pendant longtemps. Plus tard, lorsque Julien a vu cette photo pour la première fois, il a ri et a dit que sa femme avait l'air de pouvoir faire pleurer un fournisseur. À l'époque, son ton exprimait de l'admiration. Au cours de notre 2e année de mariage, je travaillais toujours pour la multinationale, voyageant des semaines par mois. Mon salaire était plus élevé que le sien, mon emploi du temps de réunion était chargé, et ma vie fonctionnait comme une machine à grande vitesse. Julien m'appelait souvent tard le soir. Il disait « Sophie, la maison est toujours sombre. Rentrer à la maison, c'est comme vivre à l'hôtel. » Il disait « Devrions-nous penser à avoir un enfant ? Le fait que tu voles tous les jours va ruiner ta santé. » Il disait « Ce n'est pas que je ne soutiens pas ta carrière, mais dans un mariage, quelqu'un doit se concentrer sur la maison. » J'étais vraiment épuisé à l'époque. La maladie de ma mère ne cessait de rechuter. Mon frère, Samuel, venait de commencer à rembourser ses dettes, et mon stress au travail était immense. Je pensais que le mariage était un endroit où les partenaires pouvaient se relayer pour s'appuyer l'un sur l'autre. Alors, j'ai demandé un transfert et j'ai finalement démissionné pour devenir consultante indépendante en conformité. Le jour où j'ai démissionné, Julien m'a acheté un bouquet de roses blanches. Il a dit que je n'aurais plus à travailler si dur, qu'il prendrait soin de moi. En y repensant maintenant, cette phrase n'était pas une promesse. C'était une clé. Il l'a utilisée pour verrouiller lentement la porte que j'utilisais autrefois pour sortir dans le monde. Au début, j'acceptais encore des projets. Lorsque les clients allemands envoyaient des emails de plainte à Apex Manufacturing, il les ramenait à la maison pour que je les lise. Je traduisais, analysais et rédigeais les réponses. Il les envoyait à ses supérieurs, et le lendemain, lors de son évaluation de performance, il était félicité pour ses réponses professionnelles. Je lui ai rappelé que lorsque les clients mentionnaient un rapport de déviation, ils ne pouvaient pas simplement le traduire comme un rapport d'incident. Ils devaient joindre des actions correctives et préventives. Il balayait ça du revers de la main. Je comprends. Je comprends. Vous, les Allemands, êtes tellement fastidieux. Plus tard, il a commencé à se plaindre que je parlais trop. Les clients américains ne se soucient pas de ces choses, disait-il. Arrête d'essayer de m'écraser avec tes normes allemandes. Tu n'es même plus dans l'industrie. Tu ne comprends pas la pression de la ligne de front. Je suis passé de le corriger à ne répondre que lorsque l'on me le demandait. Puis il a arrêté de demander tout court. Mon dictionnaire allemand a été poussé sur l'étagère supérieure de la bibliothèque. Mes manuels d'audit ont accumulé une couche de poussière. Je passais mes journées à l'hôpital, à faire les courses, à organiser les factures, et occasionnellement à accepter des petits boulots de traduction en freelance d'anciens clients. L'argent n'était pas beaucoup, alors je n'en ai jamais parlé. Après être resté silencieux si longtemps, j'ai même presque oublié que je n'étais pas né pour me tenir à côté d'une table à manger en attendant les instructions de quelqu'un d'autre. Je me tenais sur les soldes d'audit, arrêtant les lignes de production d'opérations de 50 hommes jusqu'à ce qu'ils règlent leurs problèmes de conformité. Donc, ces 5 minutes d'allemand la nuit dernière ne m'ont pas soudainement rendu forte. Elles m'ont juste rappelé que je n'avais jamais été faible au départ. À 1h40 du matin, j'ai imprimé 3 copies du règlement de divorce, une liste de contrôle pour une motion de gel des biens matrimoniaux, et une transcription mot pour mot de leur conversation en allemand. Le lendemain matin à 7 h, Julien est rentré. En changeant de chaussures, il s'est plaint, « Tu ne m'as vraiment pas rendu service hier soir. » Monique a même demandé si j'avais un problème avec elle. J'ai poussé les documents sur la table à manger. Signe ça. Il a baissé les yeux et a vu le titre, Accord de règlement matrimonial. En dessous se trouvait la traduction anglaise de la conversation allemande de la nuit dernière. La couleur a quitté son visage centimètre par centimètre. Je l'ai regardé et j'ai dit calmement, « Julien, je comprends l'allemand. » Julien est resté debout devant la table dans un silence total pendant une bonne demi-minute.
Les rideaux n'étaient pas entièrement tirés, et la lumière du matin filtrait par l'interstice, tombant sur son col de chemise. Il y avait une légère trace de fond de teint clair. C'était subtil mais assez flagrant. Par le passé, en voyant une marque comme celle-là, je me serais demandé si quelqu'un l'avait frôlée lors d'un événement de réseautage. Maintenant, je n'avais plus à me demander. Une fois qu'une personne entend la vérité, tous les petits détails s'alignent automatiquement, attendant d'être réinterprétés. Julien a finalement parlé. « Tu connais l'allemand » J'ai laissé échapper un petit rire. Cette question était si absurde qu'elle a ramené notre mariage à la première année. C'était la première fois qu'il m'emmenait rencontrer ses collègues. Quand ils ont demandé ce que je faisais, j'ai dit « conformité de la chaîne d'approvisionnement automobile ». Il a ajouté fièrement « son allemand est incroyable ». Elle a vécu en Allemagne pendant des années. À l'époque, son ton exprimait de la fierté. Plus tard, cette fierté s'est gâtée. Quand je traduisais des emails pour lui, il disait que j'étais incroyable. Quand je le mettais en garde contre les risques contractuels, il me disait d'arrêter de lui faire peur avec ma paranoïa allemande. Quand je l'exhortais à ne pas antidater les rapports d'inspection des fournisseurs, il disait que j'étais trop longtemps en dehors du monde du travail et que je ne comprenais pas comment les affaires se faisaient au niveau national. Finalement, devant sa patronne, il m'a réduite à « juste une petite traductrice ». J'ai demandé « as-tu oublié ?» La pomme d'Adam de Julien a tressailli. Je pensais que puisque tu ne l'avais pas utilisé depuis tant d'années, tu l'avais complètement oublié. Il est resté silencieux. J'ai posé mon enregistreur vocal sur la table. Hier soir, j'ai sauvegardé l'enregistrement téléphonique à 3 endroits différents. J'ai exporté l'audio et j'ai fait une transcription mot pour mot. L'original allemand dans une colonne, la traduction anglaise dans l'autre avec les horodatages. En faisant cela, j'ai eu l'impression d'être transporté des années en arrière, rédigeant des comptes rendus d'audit fournisseurs, annotant des preuves sous chaque drapeau de non-conformité. Les émotions sont inutiles. Les preuves sont utiles. Julien a pris la transcription, a lu quelques lignes, et son visage est devenu encore plus pâle. Tu nous as enregistrés ? Tu as enregistré ton propre mari quand toi et Monique Vance avez utilisé une langue que tu pensais que je ne comprenais pas pour discuter de me faire signer une garantie. Hypothéquer la maison de ma mère et me faire porter des responsabilités environnementales. Te souviens-tu que j'étais ta femme ? Il s'est étouffé. Après quelques secondes, il a adouci son ton. Sophie, tu as mal compris. Hier soir, ce n'était qu'une discussion d'affaires. Monique était inquiète des risques du projet. Je n'étais qu'en train d'être d'accord avec elle pour arranger les choses. Sophie. Il ne m'appelait Sophie que lorsqu'il voulait me calmer. Mon nom professionnel était Sophie. Après notre mariage, Julien a toujours dit que Sophie sonnait plus doux, plus adapté à la maison. Il détestait qu'on m'appelle « ingénieur » dans les milieux professionnels, disant que ça sonnait trop abrasif. Je pensais que c'était un signe d'intimité. Maintenant, je sais que de nombreux surnoms ne sont que des caches préfabriquées. J'ai demandé « où est le contrat de garantie familiale ?» Les yeux de Julien ont esquivé. Je ne l'ai pas encore ramené à la maison. Et la procuration pour la maison de ma mère ? Ce n'était qu'un plan de secours. Quel est le problème environnemental ? Son visage s'est assombri. Tu ne comprendrais pas. J'ai hoché la tête. Bien, alors je trouverai quelqu'un qui comprendra pour poser la question. J'ai pris mon téléphone, me préparant à appeler mon avocat. Julien a posé sa main sur la mienne. Sophie, n'en fais pas toute une histoire. Lâche prise. Je t'ai dit que c'était un malentendu. Sa voix est devenue plus forte. J'ai regardé sa main, me retenant le poignet. Je me suis soudainement souvenu que dans le restaurant la nuit dernière, il avait utilisé cette même main pour couper mon pain. La considération et le contrôle, il s'avère, peuvent croître sur la même main. J'ai retiré ma main avec force. Julien, tu as 2 choix en ce moment. Numéro 1, signer le règlement de divorce et coopérer avec la répartition équitable des biens. Numéro 2, je dépose immédiatement une ordonnance restrictive temporaire sur nos comptes et je remets les enregistrements et les documents à mon avocat, à la banque et au conseil d'administration de ton entreprise. Il m'a regardé, ses yeux devenant froids. Tu me menaces ? Je t'informe. Il a soudainement ri. Il n'y avait aucune chaleur dans ce rire.
Sophie, tu penses que le divorce est si facile? L'hypothèque, le prêt auto, les factures médicales de ta mère, la dette de ton frère. Lequel de ces éléments ne t'aide-je pas à supporter? Et si tu as un enregistrement? As-tu un revenu? As-tu des clients? Si tu me quittes, de quoi vas-tu vivre? En l'écoutant, mon cœur s'est complètement apaisé. Il avait enfin traduit le sens de son allemand de la nuit dernière en anglais simple. Il croyait que je ne pouvais pas me permettre un divorce. Je suis entré dans le bureau à domicile et j'ai sorti un classeur bleu. Quand Julien a vu le classeur, son expression a changé. Quand as-tu assemblé ça? Dès la première fois que tu as suggéré de transférer la maison de ma mère à nos noms. Le classeur contenait des relevés de mes économies prénuptiales, le titre de propriété de ma mère, des registres prouvant que les dépenses médicales de ma mère étaient entièrement payées par mes comptes personnels. Des documents légaux prouvant que les prêts de mon frère n'avaient rien à voir avec moi, et chaque contrat d'audit en freelance que j'avais pris au fil des ans. Ce n'était pas que je n'avais pas de revenus. Je n'avais simplement pas étalé chaque fiche de paie devant lui pour prouver ma valeur. Julien a feuilleté quelques pages, son visage paraissant de pire en pire à chaque seconde. Tu t'es protégé contre moi tout ce temps. Je l'ai regardé. Non, j'ai toujours voulu te faire confiance. C'est pourquoi j'ai seulement conservé les preuves mais ne les ai jamais utilisées. J'ai placé un stylo à côté du règlement de divorce, mais maintenant, je vais les utiliser. Julien n'a pas signé. Il a jeté l'accord sur la table, a laissé tomber une phrase me disant de me calmer pendant quelques jours, s'est retourné et est parti travailler. Au moment où la porte a claqué, je me suis rasseoir sur la chaise de la salle à manger, et mes mains ont finalement commencé à trembler. Ce n'était pas de peur. C'était mon corps qui se retirait enfin de la force pure de me maintenir. Un mariage de 8 ans ne pouvait pas cesser instantanément de faire mal juste à cause d'un enregistrement audio allemand. Je me suis souvenu de la première fois qu'il m'avait demandé en mariage. À l'époque, il n'était qu'ingénieur de projet chez Apex Manufacturing. Son salaire était bas, mais son ambition était énorme. Il disait qu'il voulait gérer la chaîne d'approvisionnement de l'électronique automobile domestique américaine, qu'il ne voulait pas baisser la tête devant des clients étrangers toute sa vie. À l'époque, je faisais des audits de conformité pour une entreprise allemande, voyageant la moitié du mois. Il me regardait avec chagrin et disait, « Sophie, ne te surmène plus là-bas. Je travaillerai dur pour que tu aies un foyer stable. » Stable. Ce mot avait un attrait énorme pour moi à l'époque. Mon père est mort tôt. La santé de ma mère était fragile et mon jeune frère a fait de stupides erreurs dans sa jeunesse et a accumulé des dettes. J'ai appris à porter de lourds fardeaux bien trop tôt. Alors, j'aspirais profondément à ce que quelqu'un me dise, « Tu peux te reposer. » Mais je n'ai jamais imaginé que se reposer trop longtemps serait interprété par l'autre personne comme une incapacité à se relever. À 9 heures du matin, je suis allé à l'hôpital. Ma mère venait de terminer sa dialyse et était assise sur son lit, lisant un livre. En voyant mon visage pâle, sa première question a été, « Julien t'a-t-il intimidé ?» J'ai souri. C'est si évident. Chaque fois que tu as vraiment le cœur brisé, tu ne pleures pas. Je me suis assise près de son lit et je lui ai fait un bref résumé de la nuit dernière. Quand ma mère a entendu parler de l'autorisation de propriété, elle a fermé son livre. Il a l'œil sur mon vieil appartement depuis longtemps. J'étais stupéfaite. Tu savais? Il l'a mentionné une fois en allant à l'hôpital l'année dernière. Il a dit que laisser des biens inutilisés était un gaspillage et que nous pourrions l'hypothéquer pour un prêt à faible taux d'intérêt. Je lui ai dit que cette maison était ton dernier recours absolu et il n'en a plus jamais parlé. Mon nez a picoté. Il s'est avéré que ma mère savait exactement ce qu'il faisait depuis le début. Elle ne l'avait simplement pas démasqué parce qu'elle ne voulait pas me mettre dans une position difficile. Ma mère a sorti une enveloppe Kraft de sous son oreiller. Voici la copie de l'acte, mon testament notarié, et une déclaration légale. La maison ne t'appartient qu'à toi. Elle n'a rien à voir avec un gendre, un petit enfant ou un parent. Mes yeux se sont embués. Maman. Elle m'a tapoté la main. Sophie, une femme peut se marier, mais elle ne peut jamais abandonner son seul moyen de s'en sortir. Ton père est parti tôt. J'ai appris cela à mes dépens. En quittant l'hôpital, j'ai appelé Chloé Bernard. Elle était une conseillère juridique avec qui j'avais travaillé dans l'entreprise allemande,
spécialisé maintenant dans le droit de la famille et la conformité d'entreprise. Après avoir écouté l'enregistrement et la situation, sa première phrase a été « Ne lui parlez plus seul. Nous devons enquêter sur le contrat de garantie, la procuration et la question environnementale, en particulier la question environnementale. S'ils essaient de mettre votre nom sur ces documents, la responsabilité derrière cela pourrait aller bien au-delà de la dette matrimoniale. » Cet après-midi-là, elle m'a accompagné à la banque pour vérifier mon rapport de crédit et toutes les garanties sous mon nom. Il n'y avait pas encore de nouvelles garanties. Cependant, le directeur de la banque m'a averti qu'hier, une demande de crédit non autorisée avait été effectuée sur mon dossier de crédit personnel. Un agent de crédit commercial avait initié une vérification préliminaire de conjoint garant en utilisant mon numéro de sécurité sociale. La demande avait été soumise au nom d'Apex Manufacturing avec Julien Moreau et Monique Vance listés comme les principaux demandeurs corporatifs. J'ai demandé un imprimé du rapport d'enquête de crédit. Mes paumes sont devenues glaciales. Ils ne parlaient pas seulement. Ils avaient déjà commencé le processus. Cet après-midi-là, elle m'a accompagné à la banque pour vérifier mon rapport de crédit et toutes les garanties sous mon nom. Il n'y avait pas encore de nouvelles garanties. Cependant, le directeur de la banque m'a averti qu'hier, une demande de crédit non autorisée avait été effectuée sur mon dossier de crédit personnel. Un agent de crédit commercial avait initié une vérification préliminaire de conjoint garant en utilisant mon numéro de sécurité sociale. La demande avait été soumise au nom d'Apex Manufacturing avec Julien Moreau et Monique Vance listés comme les principaux demandeurs corporatifs. J'ai demandé un imprimé du rapport d'enquête de crédit. Mes paumes sont devenues glaciales. Ils ne parlaient pas seulement. Ils avaient déjà commencé le processus. Ce soir-là, j'ai reçu une enveloppe FedEx non identifiée. À l'intérieur se trouvaient 3 contrats, un accord de garantie personnelle de conjoint, une procuration pour les transactions immobilières, et un accord d'indemnisation de conformité environnementale fournisseur. Il n'y avait pas de nom d'expéditeur. Quand j'ai regardé le 3e document, un frisson m'a parcouru la colonne vertébrale. La lettre d'engagement de responsabilité stipulait « Je, Sophie Dubois, agissant en tant que consultante externe allemande en conformité pour Apex Manufacturing. » Et examiner et confirmer que les documents de remédiation environnementale soumis aux clients allemands sont véridiques et complets, si des inexactitudes devaient survenir ultérieurement, je suis prête à assumer la responsabilité d'audit correspondante. En bas, un espace vide était laissé pour ma signature. Ils ne voulaient pas seulement que je garantisse le prêt. Ils voulaient me désigner officiellement comme leur consultante externe en conformité. Une fois que les violations environnementales éclateraient, Julien et Monique pourraient prétendre qu'ils ont fait avancer le projet sur la base de mon opinion d'audit professionnel. Une femme au foyer qui avait démissionné il y a des années sans contrat de travail formel était le bouc émissaire parfait parce qu'elle n'avait pas de titre d'entreprise et pas d'équipe juridique pour la protéger. Ils pensaient que je n'avais rien. J'ai pris mon téléphone, pris des photos pour la sauvegarde, et envoyé un message à Chloé. Les contrats sont arrivés. Elle a répondu immédiatement, ne signez pas. Ne les modifiez pas. N'écrivez pas une seule lettre. Nous allons préserver les preuves demain. Le lendemain matin, Julien est revenu. Il a agi comme si rien ne s'était passé, portant une boîte de pâtisserie de ma boulangerie préférée dans le West Lop. J'avais de mauvaise humeur hier soir, a-t-il dit. Ne te laisse pas emporter par les détails. J'ai tout expliqué à Monique. Il a dit, nous pouvons sauter l'engagement de responsabilité. Fais juste la garantie familiale. Je l'ai regardé. C'est donc toi qui as envoyé les contrats. Son expression s'est légèrement raidie. Ce ne sont que des documents de processus d'entreprise standard. Tu n'as pas à les signer immédiatement. Jette juste un coup d'œil. Le paquet n'avait pas d'expéditeur. Une erreur administrative. La lettre d'engagement de responsabilité dit que je suis une consultante externe allemande en conformité. Quand ai-je été embauché? Julien a froncé les sourcils. Tu connaissais ça par cœur. Quel est le problème de m'aider à y jeter un coup d'œil? T'aider à regarder et assumer la responsabilité d'audit sont deux choses entièrement différentes. Il est devenu impatient. Sophie, arrête d'être si pédante. L'entreprise a désespérément besoin de passer l'audit du client allemand. Monique est sous une pression énorme. Aide-moi juste cette fois et ce sera bon pour nous tous. J'ai ri. T'aider cette fois? Alors,
Le prêt atterrit sur la maison de ma mère. La responsabilité environnementale atterrit sur mon nom. Et toi et Monique continuez de gravir les échelons de l'entreprise. C'est ce que tu entends par bon pour nous tous? Son visage s'est assombri. Faut-il que tu fasses en sorte que Monique et moi ayons l'air si dégoûtants? Es-tu trop propre? Le salon est devenu silencieux. Julien n'a pas nié. Il a juste dit, c'est ma patronne. La façon dont elle t'a regardé au restaurant la nuit dernière n'était pas la façon dont un patron regarde un subordonné direct. Arrête d'être hystérique. Voilà. Ces mots exacts. Quand un homme ne peut pas expliquer les faits, il traduit toujours l'interrogatoire d'une femme en hystérie. J'ai posé mon enregistreur vocal sur la table. Julien, j'enregistre aussi la conversation d'aujourd'hui. Son visage s'est tordu. Tu m'enregistres chaque fois que nous parlons maintenant. Es-tu folle? Je l'ai regardé calmement. Non, je suis bien éveillé. Il a claqué la porte et est parti. À midi, j'ai reçu un email en allemand. L'expéditeur était Klaus, le responsable de la conformité pour Hushman Mobility, le client automobile allemand. J'ai regardé le nom pendant longtemps. Je connaissais ce nom. Il y a 6 ans, quand Apex Manufacturing est entré pour la première fois dans la chaîne d'approvisionnement de niveau 2 de l'automobiliste allemand, j'ai aidé Julien à traduire les rapports de remédiation. Klaus était l'un des membres de leur équipe d'audit. L'email était formel. Madame Dubois, récemment nous avons reçu les documents de remédiation environnementale de la chaîne d'approvisionnement soumis par Apex Manufacturing, qui cite votre opinion d'audit en tant que consultante externe en conformité. Étant donné que vous avez participé aux premières communications de remédiation il y a des années, nous souhaitons confirmer si cette opinion d'audit a été réellement émise par vous. 6 juin se trouvait un résumé d'audit allemand. Sur la ligne de signature, il était écrit « Sophie Dubois ». Ce n'était pas ma signature. Plusieurs structures de phrases et techniques dans le résumé semblaient incroyablement familières. C'étaient des phrases modèles que j'avais rédigées il y a des années. Ils avaient volé mes anciens fichiers et falsifié mon opinion de confirmation. J'ai immédiatement répondu à Klaus, je n'ai jamais été embauché en tant que consultante externe en conformité pour le projet actuel d'Apex Manufacturing, ni n'ai audité de documents récents de remédiation environnementale. Veuillez suspendre l'utilisation de tout matériel d'audit portant mon nom. Je soumettrai une déclaration juridique formelle par l'intermédiaire de mon avocat. Après avoir cliqué sur « Envoyer », je me suis assise devant mon ordinateur, le cœur battant. Cette action signifiait que j'avais officiellement fait remonter le problème au client allemand. Cela signifiait également que Julien et Monique ne pouvaient plus me traiter comme une femme qui faisait simplement des caprices à la maison. À 16 heures, Julien a appelé. Sa voix était basse, mais il ne pouvait cacher sa fureur. Sophie, qu'est-ce que tu as envoyé au client allemand? Sais-tu combien d'argent vaut ce projet? Sais-tu combien l'entreprise perdra si le client suspend l'audit? Je sais, ai-je dit. C'est pourquoi tu aurais dû être plus prudente lorsque tu as falsifié ma signature. C'était une erreur administrative en utilisant un ancien modèle. Ce n'était pas de la contrefaçon. Alors, laissez le personnel administratif l'expliquer. De l'autre côté de la ligne, la voix de Monique Vance a retenti. Elle a parlé en allemand. Sagen Sie, Sie soll sofort schweigen, oder wir werden Sie erstehren. J'ai répondu en allemand, Frau Vance, ich habe Sie gehört. Silence total de l'autre côté de la ligne. Monique Vance m'a contacté pour me rencontrer seule 2 jours plus tard. Le lieu était un café au rez-de-chaussée du bâtiment d'Apex Manufacturing. Elle était impeccablement vêtue comme toujours, un manteau noir et des boucles d'oreilles en perles, ressemblant à une vice-présidente d'entreprise qui ne perdrait jamais le contrôle. J'ai amené Chloé Bernard. Quand Monique a vu l'avocate, son sourire s'est légèrement estompé. Madame Dubois? Nous ne faisons que clarifier un malentendu familial. Était-il vraiment nécessaire d'amener un avocat? Chloé a répondu pour moi. Si ce n'était qu'un malentendu familial, cela n'impliquerait pas de clients allemands, de documents de remédiation environnementale et de signatures falsifiées. Monique m'a regardé. Sophie, Julien a mentionné que vous avez travaillé dans une multinationale. Vous devriez savoir à quel point les audits de chaînes d'approvisionnement sont compliqués. Parfois, citer un ancien modèle n'implique pas d'intention malveillante. Les anciens modèles ne génèrent pas spontanément ma signature.
Elle a eu un sourire tendu. Le problème de la signature est quelque chose que nous pouvons examiner en interne. Mais votre contact direct avec le client a déjà eu un impact sur l'entreprise. Confirmer que je n'ai pas émis d'avis d'audit, c'est être responsable envers le client. Ou est-ce juste que vous vous vengez de votre mari? Elle a finalement laissé la laideur se manifester. J'ai pris mon café mais je ne l'ai pas bu. Monique, avant hier soir, je n'étais pas sûr de votre degré d'implication dans cette affaire jusqu'à ce que vous disiez au téléphone que je devais me taire ou que vous me détruiriez. Ses yeux sont devenus froids. Vous avez enregistré cela aussi? Oui. Chloé a poussé une transcription imprimée sur la table. Après l'avoir lue, l'expression de Monique a à peine changé. Elle n'était pas devenue VP en étant imprudente. Qu'est-ce que vous voulez? A-t-elle demandé. Premièrement, Apex Manufacturing doit retirer tous les documents d'audit portant mon nom soumis au client allemand et publier une déclaration officielle confirmant que je ne suis pas impliqué dans le projet actuel. Deuxièmement, Julien Moreau est légalement interdit de me demander de signer des documents de garantie, d'autorisation ou de responsabilité de projet. Troisièmement, concernant la signature falsifiée et l'utilisation frauduleuse de mon CV et de mon nom, vous pouvez trouver qui en porte la responsabilité. Monique a ri. Madame Dubois, vous vous surestimez peut-être. L'entreprise ne va pas admettre avoir soumis des documents frauduleux juste à cause de quelques mots de votre part, et le client pourrait ne pas vous croire non plus. Quant à votre mariage avec Julien, c'est votre affaire. Ne traînez pas l'entreprise là-dedans. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Monique, votre allemand est excellent. Elle a froncé les sourcils, ne comprenant pas pourquoi j'avais soudainement soulevé ce point. J'ai continué. Alors, vous devez savoir ce que signifie 19h21. Hier soir, 19h21. Son visage a finalement changé. J'ai sorti une capture d'écran imprimée. C'était le journal d'accès au système sécurisé du client allemand. Après que Klaus m'ait répondu par prudence, il m'a envoyé les enregistrements d'accès aux documents d'audit portant mon nom, les heures de téléchargement, les adresses IP, les comptes d'utilisateurs, tout y était. Compte de l'uploader, MV. Heure, hier soir à 19h21. Ce qui était moins de 2 heures après qu'elle m'ait menacé au téléphone, elle avait téléchargé une déclaration supplémentaire portant mon nom. La déclaration indiquait, en raison de raisons familiales, Mademoiselle Sophie Dubois n'est pas disponible pour une communication directe. Les avis d'audit pertinents seront relayés en son nom par Apex Manufacturing. J'ai dit, vous ne saviez pas seulement que les documents étaient frauduleux. Vous avez continué à utiliser frauduleusement mon nom même après avoir su que je l'avais explicitement nié. Monique a fixé la capture d'écran, la couleur s'échappant de son visage centimètre par centimètre. Où avez-vous obtenu cela? Le client l'a fourni. Elle a cessé de parler. Chloé a pris la parole. Madame Vance, nous enverrons une lettre de mise en demeure formelle concernant l'utilisation frauduleuse de documents commerciaux et les actes délictuels connexes. Si votre entreprise continue d'étendre l'utilisation de ces matériaux, vous en subirez les conséquences. Monique m'a soudainement regardé. Sophie, avez-vous vraiment pensé que Julien vous a jamais aimé? Je lui ai répondu calmement. Le fait que vous deviez recourir à ce sujet prouve que vous n'avez plus d'autres cartes à jouer. Elle s'est raidie. Je me suis levé. Merci d'être venu aujourd'hui pour me confirmer une chose. Quoi? Vous saviez bien mieux que Julien que ce que vous faisiez était hautement illégal. Le lendemain de ma rencontre avec Monique, Julien n'est pas rentré à la maison. Il est allé à l'hôpital de ma mère. Quand l'infirmière m'a appelé, j'étais au cabinet d'avocat. Madame Dubois, un monsieur se présentant comme votre mari est ici pour rendre visite à votre mère. Il dit qu'il a besoin de l'emmener pour faire des notariations de propriété. La patiente devient très agitée. Je me suis précipité immédiatement. À la porte de la chambre d'hôpital, Julien se penchait en parlant à ma mère. Maman, Sophie est très instable émotionnellement en ce moment. Elle a complètement gâché un projet d'entreprise massif. Je n'essaie pas de prendre ta maison. Nous en avons juste besoin pour une ligne de crédit temporaire. Une fois les fonds compensés, nous la libérons immédiatement. Ma mère était assise sur le lit, le visage pâle, serrant fermement son sac de documents. Je ne signerai pas. Julien a baissé la voix. Maman, ne la laisse pas déformer ta perspective. Elle n'a pas travaillé depuis des années.
Elle ne sait pas à quel point il est difficile de gagner de l'argent. Si l'entreprise fait faillite, comment va-t-elle payer tes traitements médicaux? J'ai ouvert la porte. C'est mon problème. Julien s'est retourné, son visage s'affaissant. Pourquoi es-tu ici? Je l'ai ignoré et je suis allé directement vers ma mère. Maman, ça va? Ma mère a secoué la tête. Il veut que je signe une autorisation. J'ai refusé. J'ai regardé Julien. Sais-tu comment cela s'appelle? Il a froncé les sourcils. Je fais ça pour notre famille. Fraude. Contre mon refus explicite, profitant de ma mère pendant qu'elle est hospitalisée pour dialyse, essayant de la tromper pour qu'elle renonce à sa propriété. Julien, tu as jeté chaque dernier lambeau de ta dignité. Il a finalement craqué. Sophie, si le projet Apex échoue, je perds mon emploi. Je perds mes revenus. Penses-tu que toi et ta mère survivraient? Combien de temps penses-tu pouvoir vivre de quelques petits boulots de traduction dispersés? Ma mère tremblait de colère. Sors d'ici. Julien a ouvert la bouche pour argumenter, mais j'ai claqué ma main sur le bouton d'appel de l'infirmière. Des infirmières et des gardes de sécurité se sont précipités. J'ai déclaré clairement à ce moment-là, Julien Moreau est interdit d'approcher ma mère sous prétexte de famille et interdit de traiter toute autorisation la concernant. L'assistante sociale de l'hôpital a documenté l'incident. Avant que Julien ne parte, la façon dont il me regardait ne contenait absolument aucune chaleur. Il a dit, Sophie, tu vas le regretter. J'ai dit, tu arrives bien trop tard avec cette menace. Cette nuit-là, j'ai déménagé ma mère dans une chambre privée, mis à jour tous ses contacts d'urgence et emporté tous ses documents de propriété. Ma mère m'a tenu la main, les larmes aux yeux. Sophie, maman est un fardeau pour toi, n'est-ce pas? Sans ma maladie, il ne pourrait pas utiliser mes factures médicales pour t'écraser. Je me suis accroupi et je l'ai regardé. Maman, le fait qu'il essaie de m'écraser avec quoi que ce soit ne signifie pas que quoi que ce soit est ma faute. Il utilise ta maladie contre moi parce qu'il est cruel, pas parce que tu es un fardeau. Ma mère a fermé les yeux, des larmes coulant sur ses joues. Je les ai essuyées. À ce moment-là, j'ai réalisé que Julien n'avait pas seulement utilisé mon manque de revenus comme levier. Il avait utilisé mon amour pour ma mère comme levier. La chose la plus terrifiante chez ce genre de personne est qu'elle sait exactement où est votre cœur. Alors, elle sait exactement où glisser le couteau. Après que le client allemand a suspendu l'audit, Apex Manufacturing a été contraint de lancer une audience interne. En tant que partie externe dont le nom avait été falsifié, j'ai été invité à y assister. La salle de conférence était bondée ce jour-là. Représentants du conseil d'administration, département juridique et de la conformité, équipe de projet, Monique, Julien et Klaus via Zoom. Monique était assise parfaitement droite comme toujours. Julien avait l'air visiblement hagard. Après le début de la réunion, le département de la conformité a affiché l'historique du routage des documents. Le résumé d'audit allemand portant ma signature était passé par 3 versions. La version 1 provenait de l'équipe de projet de Julien. La version 2 a été téléchargée sur le système client par Monique. La version 3 a été soumise après mon déni, ajoutant la clause selon laquelle mademoiselle Sophie Dubois n'était pas disponible pour une communication directe en raison de raisons familiales. En écoutant la chronologie, mon cœur est devenu de glace. Ce n'était pas une erreur de jugement momentanée. C'était un mensonge calculé et élaboré. Quand ce fut le tour de Julien d'expliquer, il a dit « Sophie est ma femme ». Par le passé, elle a aidé le projet avec des traductions et des communications de conformité. Lorsque nous avons réutilisé les anciens modèles en interne, nous n'avons simplement pas réalisé que nous devions obtenir une nouvelle autorisation écrite. Je l'ai regardé, comme c'est joliment formulé, transformant le vol d'identité en réutilisation d'anciens modèles, la contrefaçon en un oubli d'autorisation, transformant mes droits légaux personnels en une supposition implicite de soutien conjugal. Monique a ajouté, le calendrier du projet était incroyablement serré et notre gestion documentaire manquait de standardisation. Je suis prête à assumer la responsabilité managériale, mais il n'y avait absolument aucune intention malveillante subjective. Klaus a demandé via la visioconférence. Madame Dubois, avez-vous autorisé Apex Manufacturing à utiliser votre nom, votre CV ou vos opinions d'audit dans le projet actuel? J'ai allumé mon microphone. Non.
Avez-vous examiné les documents de remédiation environnementale en question? Non. Saviez-vous que vous étiez répertorié comme consultante externe en conformité avant de recevoir les documents de notre part? Non. À chaque réponse que je donnais, la salle de conférence devenait plus silencieuse. Puis j'ai soumis mes preuves, l'enregistrement du restaurant, l'enregistrement de l'appel téléphonique menaçant, les journaux de téléchargement des fichiers par Monique, les 3 contrats livrés par FedEx. Les journaux de l'hôpital prouvant que Julien avait tenté de tromper une patiente âgée pour qu'elle renonce à sa propriété, et les emails originaux de ma participation authentique à des projets il y a des années, prouvant qu'ils avaient volé mes anciens modèles. Les visages des représentants du conseil d'administration sont devenus incroyablement laids. Le chef de la conformité a regardé Julien lors du dîner. Vous avez mentionné que si le problème environnemental éclatait, ce serait votre nom sur les documents, pas le sien. Veuillez expliquer. Julien est devenu livide. C'était une blague. J'ai presque ri à haute voix. Ces gens sont tous les mêmes. Avant d'être pris, c'est un plan magistral. Après avoir été pris, ce n'est qu'une blague. Klaus a parlé en allemand. In der Compliance-Gib Solchanwitz. À la fin de l'audience, Apex Manufacturing a annoncé la suspension immédiate de Julien Moreau de son rôle de chef de projet. Monique Vance a été placée sous enquête complémentaire. Tous les documents connexes ont été retirés pour un réaudit complet. Tandis que Julien sortait de la salle de conférence, il m'a appelé. Sophie, êtes-vous satisfaite? Je me suis arrêté. Non, pas satisfaite. Il s'est figé, parce que ce n'est que la retombée au niveau de l'entreprise. Notre mariage n'a pas encore été liquidé. La nouvelle de l'audience s'est rapidement répandue au sein d'Apex. La première personne à me contacter était une employée que je ne connaissais pas. Elle a envoyé un email anonyme avec l'objet « Attention ». L'email avertissait que Monique avait demandé à l'administration et au service juridique de compiler des documents prouvant que Sophie Dubois avait été profondément et constamment impliquée en tant que consultante externe pour Apex. Me présentant comme une partenaire coopérante qui s'était simplement désengagée après coup. Plusieurs captures d'écran étaient jointes. La première était un ensemble de comptes rendus de réunions que Julien avait demandé à l'administration d'antidater. La réunion était datée de 3 mois et mon nom était ostensiblement listé parmi les participants. Sujet, examen des matériaux de remédiation environnementale du client allemand. Note, Mademoiselle Sophie Dubois a fourni des commentaires de révision via une participation virtuelle. La deuxième était une demande de paiement de $8 000. Objet, frais de conseil en conformité allemande. Le compte du destinataire n'était pas le mien, mais un compte fictif contrôlé par l'équipe de projet de Julien. La troisième était un message de Monique dans une discussion de groupe de département. Tous les matériaux liés à Sophie Dubois doivent être remis au service juridique. Pas de communication privée. Narrative externe officielle, elle était une consultante externe qui a refusé de participer en raison de différents matrimoniaux. En lisant cela, un frisson m'a parcouru la colonne vertébrale. Ils n'étaient pas effrayés par l'audience. Ils écrivaient un deuxième scénario. Et ce scénario était encore plus venimeux que le premier. Le premier consistait à me faire porter le chapeau en me trompant pour que je signe. Le second prouvait que j'étais impliqué même si je ne signais pas, me collant de force la responsabilité. Chloé a examiné l'email et a immédiatement dit, cette information anonyme est cruciale, mais nous devons protéger la source. Nous ne pouvons pas l'utiliser publiquement pour l'instant. Faisons d'abord une trace. Elle a demandé à son équipe de comptabilité légale d'examiner ces $8 000 de frais de conseil. Les résultats sont revenus rapidement. L'argent a été émis à partir du budget du projet Apex, transféré sur le compte fictif, et retiré en 2 transactions distinctes le même jour. Une partie est allée à un assistant de projet. L'autre partie est allée directement sur un compte de carte de crédit fréquemment utilisé par Julien. Je n'avais jamais vu un seul centime de ces soi-disant frais de conseil. Ils ne pouvaient même pas garder leur fausse comptabilité propre. Au même moment, un article anonyme intitulé « La femme au foyer profite de son mari pendant des années, sabote son entreprise » a commencé à circuler sur les forums d'entreprises locaux de Chicago sur Reddit et les applications professionnelles anonymes comme Blind. Il ne me nommait pas directement, mais il décrivait parfaitement ma vie. Il affirmait que ma mère était gravement malade, mon frère était endetté, et que je n'avais pas travaillé depuis des années, comptant entièrement sur mon mari maintenant que son entreprise était en difficulté.
Je ne refusais pas seulement d'aider, mais j'utilisais ma connaissance de l'allemand pour fabriquer un litige et détruire son projet. Les commentaires ont dégénéré. Certains disaient, ce genre de femme est terrifiant, le dévore, puis prétend être indépendante. D'autres disaient, une famille profiteuse et elle ose demander le divorce. Quiconque l'épouse est maudit. Quand j'ai fini de le lire, ma première réaction a été en fait le soulagement. Il paniquait. Les gens qui ont réellement de l'influence n'ont pas besoin d'utiliser des campagnes de diffamation anonymes. Ma mère et mon frère, Chloé m'a conseillé de ne pas répondre émotionnellement, mais de préparer une réfutation factuelle. Alors, j'ai publié une clarification publique. J'ai posté les relevés de paiement des factures médicales de ma mère, les accords de remboursement de la dette de mon frère, mes relevés bancaires personnels montrant tous les virements à ma mère et à mon frère, mes contrats d'audit en freelance des dernières années, et mes relevés de revenus. J'ai également inclus le journal de sécurité de l'hôpital détaillant la tentative de Julien de contraindre ma mère à renoncer à sa propriété. Je n'ai pas exposé tous les détails privés, juste assez pour prouver que je ne profitais pas de mon mari pour financer ma famille et que Julien Moreau n'avait absolument aucun droit d'utiliser mes proches comme arme contre moi. Quand Samuel a vu l'article, il a conduit toute la nuit depuis un autre état. Il s'est tenu à ma porte, les yeux injectés de sang. « Sophie, je suis tellement désolé. » Je l'ai laissé entrer. Il a posé un chèque de banque sur la table. « Je te rembourserai le reste de l'argent en une seule fois. Je mets ma maison en vente. Je ne les laisserai plus jamais m'utiliser contre toi. » Je l'ai regardé, mon cœur serré. « Continue à faire tes paiements selon le calendrier original. Tu n'as pas besoin de vendre ta maison. » Sophie, j'étais si stupide à l'époque. Je t'ai rendu les choses si difficiles. Le fait que tu effectues tes paiements à temps signifie que tu prends tes responsabilités, lui ai-je dit. Il a fixé le sol. Julien m'a-t-il toujours utilisé pour te retenir? Je n'ai rien dit. Le silence était la réponse. Samuel s'est essuyé le visage agressivement. Je vais le trouver. Je l'ai arrêté. Non. Que tu vives bien ta vie est la meilleure façon de l'empêcher de te tendre un couteau. Cette nuit-là, Samuel a dormi sur le canapé du salon. Ma mère a appelé pour demander si nous nous disputions. J'ai dit non. Après avoir raccroché, je suis resté assise sur le balcon pendant longtemps. Les vulnérabilités au sein d'une famille ne devraient jamais devenir une arme pour la personne qui prétend vous aimer. Si quelqu'un vous poignarde constamment là où il sait que vous êtes le plus blessé, il n'est plus de la famille. Julien a finalement accepté de rencontrer les avocats le 5e jour de sa suspension. Il n'a pas amené Monique et il ne m'a pas dit de me calmer. Il était assis dans la salle de conférence du cabinet de Chloé, des cernes sous les yeux, l'air vidé de toute son énergie. « Sophie, nous avons été mariés longtemps. » Je l'ai regardé. Chaque fois que cette phrase apparaissait, cela signifiait généralement qu'il voulait payer un prix plus bas. Il a poussé un accord sur la table. Il garde la maison. Je garde la voiture. Nous partageons les économies communes à 50-50e. Il me paierait un règlement unique de 75 000 $. Il ne toucherait pas à la maison de ma mère. En échange, il exigeait que je retire toutes les plaintes contre l'entreprise et le client, et il promettait de ne plus jamais utiliser mon nom. Je l'ai lu et je l'ai repoussé. Pas assez. Il a froncé les sourcils. Que veux-tu d'autre? Chloé a parlé pour moi. La maison et les économies acquises pendant le mariage doivent être recalculées. Pendant le mariage, Monsieur Moreau a tenté de forcer Mademoiselle Dubois à assumer des garanties commerciales et des responsabilités de projet tout en s'engageant dans le vol d'identité. La contrefaçon de signature et le transfert malveillant de risque à son épouse. Un règlement de 75 000 $ n'a aucune base légale. Julien m'a regardé. Sophie, tu essaies de me pousser à bout? J'ai dit, quand tu as essayé de me faire signer cet engagement de responsabilité environnementale, te souciais-tu si j'étais poussé à bout? Il est devenu pâle. Je n'ai jamais eu l'intention que tu en assumes réellement les conséquences, mais mon nom était sur les documents. C'était juste pour passer l'audit du client. Donc, passer l'audit du client était plus important que ma sécurité juridique. Il est resté complètement silencieux. J'ai sorti le 2e projet de règlement de divorce. C'était la version que Chloé et moi avions méticuleusement négociée ligne par ligne. Immobilier, compte conjoint, investissement et véhicule à partager en fonction de la valeur réelle estimée.
Julien me dédommagerait pour les frais juridiques et le préjudice moral causé par sa fraude à l'identité et sa contrefaçon. Il lui était interdit de contacter ma mère ou de traiter toute autorisation. Il lui était interdit de diffuser de fausses informations sur ma mère, mon frère ou mon historique d'emploi d'il y a 10 ans. Toutes les responsabilités concernant le projet Apex Manufacturing seraient strictement supportées par l'entreprise et les individus impliqués. Il ne pouvait plus utiliser notre statut matrimonial pour exiger que je fournisse de faux témoignages. Julien a tourné à la dernière page et son doigt s'est arrêté. Tu veux que j'admette ma faute? Oui. Cela ruinera mon avenir. Je l'ai regardé. Julien, tu comprends enfin que les documents peuvent ruiner l'avenir d'une personne. Ses yeux sont soudainement devenus rouges. Sophie, je n'ai vraiment jamais voulu en arriver là. Monique n'arrêtait pas de me faire pression. Elle a dit que le projet ne pouvait pas échouer. Elle a dit, tant que tu signais, il ne viendrait pas vraiment te chercher. J'avais peur, moi aussi. Tu avais peur, alors tu m'as jeté en première ligne. Je pensais que tu ne le saurais pas. Cette phrase était plus honnête que toutes les excuses qu'il avait données. J'ai hoché la tête. Donc, ce n'était pas que tu ne voulais pas me détruire. C'était que tu supposais que je ne le remarquerais pas. Julien a baissé la tête. Il ne pouvait pas dire un mot de plus. Le verdict de Monique est tombé plus vite que celui de Julien. Le conseil d'administration d'Apex a officiellement confirmé que, malgré la contestation de l'autorisation, elle avait continué à télécharger des documents d'audit portant mon nom, tentant d'utiliser des explications frauduleuses pour tromper le client. Elle a été licenciée de son poste de VP et placée sous enquête de conformité complémentaire. Le client allemand a rompu tout contact avec les équipes qu'elle gérait. La véritable nature de la relation entre Monique et Julien a complètement fait surface pendant l'enquête. Lorsque l'entreprise a audité ses dépenses de projet, elle a découvert que Julien l'avait accompagné lors de plusieurs voyages hors de l'État au cours des 6 derniers mois. Les demandes de voyage citaient la préparation de réunions à distance avec le client allemand et des pré-audits de sites fournisseurs. Cependant, les registres hôteliers montraient qu'il réserve systématiquement des suites exécutives adjacentes au même étage. Cela seul n'était pas une preuve directe. Le vrai clou du cercueil était un brouillon non envoyé dans la boîte de réception personnelle de Monique. Le destinataire était Julien Moreau. L'objet était, une fois le projet terminé. Le contenu était court. Julien, une fois le projet Hushman sécurisé, tu seras promu directeur de la chaîne d'approvisionnement et je quitterai Apex. Tu m'as promis de gérer Sophie. Elle ne comprend pas l'allemand et elle ne comprend pas les processus de conformité actuels. Tant qu'elle signe la garantie et les dossiers de consultant, même si des problèmes surviennent plus tard, elle n'aura d'autre choix que d'en assumer les conséquences. Ne t'attendris pas à nouveau. Nous ne pouvons pas continuer à nous cacher comme ça. Lorsque Julien a vu cet email, son visage est devenu livide. Il savait évidemment ce que Monique planifiait. Il ne s'attendait simplement pas à ce qu'elle laisse une trace écrite. Le comité d'enquête lui a demandé, « Avez-vous promis à Monique Vance des arrangements futurs qui dépassaient une relation supérieure subordonnée normale ?» Il est resté silencieux longtemps avant de dire, « C'est un problème de relation personnelle. » Problème de relation personnelle. Quand j'ai entendu ces mots, je me suis senti étrangement calme. La partie la plus profondément destructrice d'un mariage n'est souvent pas que votre partenaire tombe amoureux de quelqu'un d'autre. C'est qu'après être tombé amoureux de quelqu'un d'autre, il décide de vous transformer en tremplin pour sa nouvelle vie. Si Julien avait simplement trompé, j'aurais souffert. J'aurais divorcé, mais je n'aurais pas ressenti ce froid glacial. Ce qui m'a vraiment glacé jusqu'aux os, c'est l'absolue certitude avec laquelle lui et Monique discutaient de « gérer Sophie ». Il n'était pas seulement emporté par la passion. Il calculait. Calculant les années où mes compétences professionnelles étaient restées inactives. Calculant la maladie de ma mère. Calculant la dette de mon frère. Calculant mon désir de préserver la dignité de notre mariage. Et leur conclusion était, elle signera. Elle ne comprendra pas. Elle ne peut pas se permettre un divorce. L'équipe d'enquête a également découvert que Julien avait utilisé mon ancien CV pour créer un profil de consultant externe. Le CV indiquait « Sophie Dubois, ancienne traductrice et support d'audit de la chaîne d'approvisionnement. » Support d'audit, pas ingénieur de conformité, pas auditrice principale de projet, pas auditrice de processus. Il a déclassé mon titre en un rôle subalterne vague.
De cette façon, quand il avait besoin d'un soutien professionnel, il pouvait emprunter mes compétences. Et quand il avait besoin d'un bouc émissaire, il pouvait prétendre que j'étais juste un soutien externe. En regardant ce CV, je me suis soudainement souvenu qu'il avait redessiné mes cartes de visite il y a 8 ans. J'avais juste démissionné et je voulais continuer à faire du conseil en freelance. Il a dit que maître, auditrice de conformité de la chaîne d'approvisionnement, sur la carte sonnait trop agressif, que les clients penseraient que j'étais trop cher. Il a suggéré, support commercial allemand, pour me faire paraître plus abordable. Je me suis moqué de lui à l'époque pour ne pas comprendre l'industrie. Les cartes n'ont jamais été imprimées. Il s'avère que même à l'époque, il n'aimait pas que je sois trop visible. Une personne trop visible est plus difficile à jeter sous le bus pour qu'elle prenne le blâme. J'étais à l'hôpital avec ma mère quand j'ai appris la nouvelle. Ma mère a demandé, cette patronne a été licenciée. Qu'en est-il d'elle et de Julien? Ma mère a laissé sa phrase en suspens. Je n'ai pas cherché plus de détails. Que les frontières physiques aient été franchies n'était plus la chose la plus importante. La chose la plus importante était qu'ils avaient formé une alliance d'intérêt personnel et choisi de me jeter au loup lorsque le risque approchait. Il existe de nombreux types de trahison. La trahison physique n'en est qu'une. Transformer son partenaire en bouc émissaire est la plus froide des trahisons. Quelques jours plus tard, Monique m'a envoyé un email. Elle ne s'est pas excusée. Elle a juste écrit, « Sophie, vous êtes très intelligente, mais vous ne m'avez pas seulement détruite. Vous avez détruit un projet qui aurait pu être incroyablement réussi. » J'ai répondu, « Le projet n'a pas été détruit par moi. Il a été détruit par des documents frauduleux. » Elle n'a plus répondu. Plus tard, j'ai entendu dire qu'elle avait essayé de rejeter la faute sur Julien, affirmant que tous les documents provenaient de son équipe de projet, et qu'elle n'était coupable que de négligence managériale. Julien, bien sûr, a refusé d'assumer la responsabilité. Les deux ont commencé à soumettre des preuves l'un contre l'autre en interne. C'était profondément ironique. À l'époque où ils étaient assis en face de moi à parler allemand, ils étaient si certains que je ne pouvais pas comprendre, si certains que je signerais, si certains que le risque me tomberait directement dessus. Maintenant, ils étaient enfin terrifiés par chaque mot qu'ils prononçaient, chaque document qu'ils touchaient, et chaque signature qu'ils falsifiaient. C'est ce que l'on appelle la justice. Le règlement de divorce a finalement été signé 1 mois plus tard. Julien a accepté la grande majorité des termes. Non pas parce qu'il a pris conscience, mais parce que les preuves étaient trop irréfutables. Il n'avait plus de marge de manœuvre. Mais signer n'est pas la ligne d'arrivée. L'exécution est l'endroit où l'on voit vraiment le caractère d'une personne. Le premier paiement de Julien a été en retard. Il m'a envoyé un texto disant que sa suspension avait réduit ses revenus et m'a demandé de lui accorder un délai de grâce de 3 mois pour le bon vieux temps. J'ai transmis le message à Chloé. Elle a répondu par 4 mots, procéder strictement selon l'accord. Si c'était le passé, j'aurais agonisé. Il aurait dit qu'il avait des difficultés, et j'aurais pensé aux fois où il m'avait accompagné à l'hôpital, au jour où nous vivions dans un appartement exigu en mangeant des nouilles instantanées, et au fait qu'il n'avait pas toujours été aussi cruel. Mais on ne peut pas laisser la bonté passée de quelqu'un payé éternellement pour sa cruauté actuelle. Après que Chloé a demandé l'exécution, ils ont rapidement découvert que Julien avait toujours un compte d'investissement et un véhicule à son nom. Il n'était pas fauché. Il pensait simplement que s'il traînait les pieds, je finirais par céder comme je le faisais toujours. Le jour où l'avis d'exécution a été signifié, il m'a appelé, réprimant sa rage. « Sophie, tu n'as vraiment plus aucune pitié, n'est-ce pas ?» J'ai dit, « Tu as signé l'accord. Ne sais-tu pas dans quelle situation je me trouve en ce moment ?»« Je sais, » ai-je dit. « C'est précisément pourquoi nous devons suivre l'accord. Ta mauvaise situation ne signifie pas que ma mère et moi devons continuer à supporter tes risques. » Il est resté silencieux pendant quelques secondes. Soudain, il a dit, « Tu n'étais pas comme ça avant. » Il l'avait dit plusieurs fois auparavant. Tu n'étais pas comme ça. Tu endurais. Tu aidais. Tu réfléchissais si tu n'étais pas trop dur au moment où je fronçais les sourcils. J'ai dit, je ne suis pas né comme ça non plus. J'ai été lentement formé par toi à être comme ça. Maintenant, je ne veux plus le faire. Après avoir raccroché, je ne suis pas resté triste longtemps parce que j'avais une réunion cet après-midi-là. Le projet de conseil indépendant que Klaus m'avait présenté était plus complexe que je ne l'imaginais.
Le client allemand n'avait pas seulement besoin de traduction. Il avait besoin de quelqu'un pour déterminer si les matériaux de remédiation soumis par les fournisseurs chinois étaient logiquement cohérents. Par exemple, un rapport d'analyse des eaux usées pouvait montrer des niveaux acceptables, mais la date d'échantillonnage était un jour où l'usine avait arrêté la production. Un manifeste de transfert de déchets dangereux pouvait avoir la signature d'un inspecteur certifié, mais le volume de transport ne correspondait pas aux journaux de production. Ce n'étaient pas des problèmes qu'un dictionnaire pouvait résoudre. C'était le travail que je connaissais le mieux. J'ai passé 2 semaines à me familiariser à nouveau avec les réglementations et les normes de l'industrie. J'étais en réunion la journée, rédigeais des rapports la nuit et rendais visite à ma mère le week-end. Quand j'étais épuisé, je doutais parfois de moi, me demandant si j'étais resté trop longtemps en dehors du jeu, si ma reprise était trop lente. Chaque fois que ma mère me voyait assise dans la chambre d'hôpital avec mon ordinateur portable, elle disait « Tes yeux brillent à nouveau. Tu as l'air fatiguée, mais brillante, comme lorsque tu as commencé à avoir de grands projets il y a des années. » Quand le premier rapport indépendant a été soumis, le client a donné de grands éloges. Plus pratiquement, le paiement final a été crédité sur mon compte à temps. En regardant la notification bancaire, je suis resté longtemps devant la banque. Le montant n'était pas énorme, mais il m'a enlevé un poids énorme de la poitrine. Non pas parce qu'il résolvait tous mes problèmes, mais parce qu'il prouvait que je n'étais pas la femme que Julien prétendait ne pas pouvoir survivre sans lui. J'ai acheté à ma mère un châle en cachemire doux. J'ai viré à Samuel une partie de l'argent qu'il m'avait prépayé, lui disant de s'en tenir à son calendrier de remboursement original. Enfin, je me suis acheté un nouvel enregistreur vocal. Non pas pour continuer à me défendre contre les gens que j'aimais, mais pour me rappeler que chaque mot important mérite d'être enregistré avec précision. Les choses que les autres disent et les choses que je dis moi-même. Le jour où nous avons finalisé les documents au tribunal, il m'a regardé et a soudainement demandé « Sophie, si je n'avais pas parlé allemand cette nuit-là, aurions-nous quand même divorcé ?» J'y ai pensé. Oui. Il était stupéfait. Pourquoi? Parce que les documents que tu voulais que je signe étaient déjà rédigés. Le rendez-vous bancaire pour hypothéquer la maison de ma mère était déjà pris. Tu avais déjà soumis les documents en utilisant frauduleusement mon nom. L'allemand m'a juste permis de l'entendre un peu plus tôt. Il est devenu livide. J'ai continué, un mariage n'est pas détruit par une seule phrase. Il a été détruit par chaque fois que tu as pensé que je ne saurais pas, que je ne riposterais pas, et que je ne pouvais pas me permettre de te quitter. Tu l'as détruit toi-même. Julien a baissé la tête. Devant les portes du palais de justice, il a demandé « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» La question semblait être de l'inquiétude, mais ressemblait plus à sa dernière lueur d'amertume persistante. « Travailler, ai-je dit. Tu n'as pas eu de vrai travail depuis des années. Alors, je recommencerai. » Il m'a regardé comme s'il voulait dire autre chose. Finalement, il a juste dit « Tu étais vraiment incroyable. » Si c'était il y a 8 ans, cette phrase m'aurait rendu heureuse pendant longtemps. Maintenant, j'ai juste hoché la tête. Je sais. Mon opportunité de retourner travailler est venue de Klaus. Après que le projet Apex Manufacturing a été contraint à un réaudit, le client allemand avait besoin d'un consultant indépendant en communication de conformité américano-allemand. Le rôle exigeait de vérifier les documents de remédiation des fournisseurs, les journaux d'entretien et les divulgations de risques. Klaus m'a envoyé un email pour me demander si cela m'intéresserait de le rejoindre. J'ai hésité pendant 2 jours, non pas parce que je ne savais pas comment faire le travail, mais parce que j'avais été loin du monde de l'entreprise si longtemps. J'avais peur. Peur de ne pas pouvoir suivre les nouveaux systèmes. Peur que les gens pensent que j'avais obtenu le poste uniquement à cause de mon drame matrimonial. Peur qu'au moment où j'ouvrirais la bouche, je réaliserais que j'étais celle qui avait vraiment rouillé. Quand ma mère a entendu cela, elle n'a posé qu'une seule question. « Veux-tu le faire ? » « Je veux. » « Alors fais-le. Tu peux porter la peur avec toi. Tu n'as pas à attendre qu'elle disparaisse. » J'ai accepté. Avant la première réunion virtuelle, je me suis assise devant mon ordinateur 3 heures à l'avance. Casque, ordinateur portable, glossaire, fichier de projet, anglais, allemand, texte parallèle, tout était parfaitement aligné. Quand la réunion a commencé, Klaus m'a salué en allemand. Fro Dubois, et ist wunderbar, Sie wieder in einem Projekt UCN. En serrant mon stylo,
mes yeux sont soudainement devenus chauds. Non pas parce qu'il m'a loué, mais parce qu'il a utilisé le mot « à nouveau ». J'ai eu l'impression que ces dernières années ne m'avaient pas entièrement effacé. J'ai répondu en allemand, Dank, ich bin bereit. La réunion a duré 2 heures. J'ai fourni des résumés en temps réel, signalé 3 incohérences logiques dans les matériaux, 2 risques de traduction et une ambiguïté dans les limites de responsabilité. Quand elle s'est terminée, Klaus a dit, c'est le genre de communication de conformité dont nous avons besoin. J'ai fermé la réunion Zoom et je suis resté assise dans mon bureau à domicile pendant longtemps sans bouger. Dehors, la nuit était tombée. Sur le bureau se trouvait une copie de mon règlement de divorce. Juste à côté du nouveau contrat de projet, une fin et un commencement. J'ai cité un tarif standard du marché pour le projet. Avant de cliquer sur « Envoyer » pour l'email, j'ai regardé la grille tarifaire pendant longtemps. Par le passé, quand j'aidais Julien, je n'ai jamais cité de prix. Il suffisait qu'il dise « Chérie, jette un coup d'œil à ça pour moi ». Et je restais éveillé jusqu'à 3 heures du matin. Il disait « Nous sommes une famille ». Parler d'argent gâche l'ambiance. J'étais d'accord sur le fait que les conjoints ne devraient pas tenir une comptabilité stricte l'un sur l'autre. Mais le résultat de ne pas tenir de comptabilité était que mon expertise professionnelle est devenue indue. Alors cette fois, j'ai tout détaillé. Interprétation de réunions facturées à l'heure. Audit de documents facturés par nombre de pages et complexité. Journaux d'entretien sur site facturés par jour de projet. Livrables urgents soumis à des frais d'urgence. Quand Klaus l'a reçu, il a répondu par une seule phrase. Tarif clair. Accepté. En regardant ces mots, j'ai soudainement souri. Il s'avère que les gens qui respectent vraiment l'expertise professionnelle ne sont pas offensés lorsque vous fixez un prix clair. Ils confirment juste les limites et ensuite ils collaborent. Le jour où le premier paiement a été encaissé, je me suis acheté un nouveau presse-papier d'audit et un enregistreur vocal haut de gamme. La caissière m'a demandé si j'étais journaliste. J'ai dit que j'étais dans la conformité. Elle n'a pas tout à fait compris, mais a hoché la tête et a dit que cela semblait impressionnant. J'ai souri. Par le passé, j'aurais expliqué en détail. Maintenant, je n'ai pas besoin que tout le monde comprenne. Tant que je comprends, c'est suffisant. Plus tard, Chloé m'a invité à prendre la parole lors d'un séminaire, Femmes en droit, qu'elle organisait. Le sujet était, ce qu'il faut regarder avant de signer. Je pensais qu'il y aurait peu de monde. Au lieu de cela, la salle de conférence était bondée. Il y avait des mères au foyer, des comptables de petites entreprises, de jeunes diplômés, et des femmes comme moi qui avaient été hors du marché du travail pendant des années et voulaient recommencer. Je n'ai pas prêché de grande philosophie. J'ai juste parlé de 3 règles pratiques. Premièrement, toute garantie, procuration ou lettre d'engagement de responsabilité avec votre nom dessus n'est jamais juste un petit service. Deuxièmement, si vous ne comprenez pas la langue, ne comprenez pas les clauses, ou n'avez pas le temps de vérifier le document, ne le signez pas. Quelqu'un qui a vraiment vos meilleurs intérêts à cœur vous donnera le temps de le lire clairement. Troisièmement, les relations familiales n'équivalent pas à une responsabilité illimitée. Plus la personne qui vous demande de signer est proche, plus vous devez explicitement remettre en question les risques. À la fin, une femme d'une 40aine d'années a levé la main. Elle a dit, « Mon mari me dit toujours que je ne comprends pas ces choses et me dit de ne pas poser de questions. Est-il trop tard pour que je commence à poser des questions maintenant ?» Je l'ai regardé. Non, tant que vous n'avez pas signé, il n'est jamais trop tard pour demander. Même si vous avez signé, vous pouvez toujours enquêter. Le seul moment où il est vraiment trop tard, c'est quand vous savez que vous êtes terrifié, mais vous faites semblant que tout va bien. Elle a baissé la tête, les yeux rougis. Après le séminaire, de nombreuses femmes sont venues me demander mes coordonnées. L'une d'elles a dit, « Sophie, votre départ de ce dîner a demandé un courage incroyable. » J'y ai pensé et j'ai dit, partir n'était que le premier pas. Le vrai courage a été de rentrer à la maison, de finaliser le règlement de divorce et de le glisser sur la table le lendemain matin. Elle a souri, puis a commencé à pleurer en souriant. Je comprenais ce sentiment. Ce qui manque à de nombreuses femmes n'est pas le jugement. C'est quelqu'un qui leur dit, le problème que vous voyez est réel. Vous avez le droit de partir. 6 mois plus tard, j'ai déménagé dans un appartement près de l'ancienne maison de ma mère. Non pas parce que je n'avais nulle part où vivre,
mais pour faciliter les trajets de dialyse de ma mère et pour m'éloigner le plus possible du domicile conjugal. Le nouvel endroit était petit, 2 chambres et un salon. Du balcon, je pouvais voir une rangée de platanes. J'ai transformé la 2e chambre en mon bureau à domicile, matériaux allemands à gauche, dossier de conformité à droite, et une plante de poteau juste au milieu. Le jour du déménagement, Samuel a pris sa journée pour m'aider. Il a porté des cartons de livres à l'étage, suant abondamment sans une seule plainte. Par le passé, il détestait déménager des choses lourdes, prétendant toujours avoir mal au dos. Ce jour-là, il a fait 6 voyages et s'est finalement effondré sur le sol, haletant. « Sophie, tu as beaucoup trop de dossiers. » Je lui ai tendu une bouteille d'eau. Ce n'est qu'une partie. Il a ouvert un manuel d'audit allemand, l'a fixé pendant 2 secondes, et l'a refermé brusquement. Je ne peux pas lire un seul mot de ça. Si tu ne peux pas le lire, ne le signe pas. Il s'est figé une seconde, puis a ri. Je m'en souviendrai. Après avoir terminé le déménagement, il m'a remis un nouveau calendrier de remboursement. Sophie, mon salaire est stable maintenant. Je te rembourse l'ancienne dette par mensualité. Arrête de me prêter de l'argent. J'ai regardé la feuille. Les montants n'étaient pas énormes, mais les dates étaient méticuleusement organisées. Tu n'as pas besoin de te dépêcher. Il ne s'agit pas de se dépêcher, a-t-il dit. J'ai besoin que tu saches que je peux me prendre en charge. Tu m'aidais avant par amour, mais je ne peux plus laisser personne m'utiliser comme un couteau pour te poignarder. Ma gorge s'est serrée. Tu as grandi. Il s'est gratté la tête, embarrassé. Je me suis fait réprimander pour me réveiller. En fait, je ne l'avais pas réprimandé. La catastrophe nous a juste forcés à réaliser que si l'amour familial n'a pas de limite, il sera finalement exploité par des étrangers. La première fois que ma mère a visité le nouvel appartement, elle a apporté une petite plante araignée. Elle a dit que le poteau avait l'air trop seul et avait besoin d'un compagnon. J'ai ri de ses superstitions. Elle s'est assise sur le balcon en regardant les platanes en dessous. Cet endroit est petit, mais il est paisible, plus paisible qu'avant. Quand tu vivais dans la grande maison, j'étais toujours terrifié que tu sois malheureuse, mais que tu ne le dises pas. J'ai fait une pause. Ma mère a continué, tu as toujours été comme ça depuis que tu es petite. Plus les choses deviennent difficiles, plus tu deviens silencieuse. Julien avait toujours l'air si respectable, alors je n'ai jamais voulu me mêler de ses affaires. Mais quand il est venu à l'hôpital pour me faire signer cette autorisation, j'ai réalisé qu'on ne peut pas juger une personne par son apparence respectable. Je me suis assise à côté d'elle. Maman, à partir de maintenant, s'il se passe quoi que ce soit, dis-le-moi directement. N'aie pas peur de me peser. Elle a hoché la tête. Vous deux, arrêtez d'essayer de tout porter seul si longtemps. Cette nuit-là, j'ai créé une discussion de groupe pour nous 3. Je l'ai nommée « Parlez si quelque chose arrive ». Samuel a envoyé un emoji rieur. Ma mère ne savait pas comment envoyer des emojis, alors elle a juste tapé « OK ». En regardant ce nom de groupe, mon cœur s'est allégé. La famille ne devrait pas être une personne qui avale toutes les difficultés en silence. La famille, c'est parler quand les choses vont mal et trouver une solution ensemble, ne pas transformer l'amour en levier. La première fois que ma mère a vu mon bureau, elle a souri. Comme quand tu as obtenu ton diplôme. J'ai souri aussi. J'étais plus jeune alors. Je suis beaucoup plus éveillé maintenant. C'était l'absolue vérité. Samuel a finalement remboursé la dette qu'il me devait exactement à temps. Il n'a plus lancé d'entreprise imprudente et a trouvé un emploi stable. Chaque fois qu'il rendait visite à ma mère, il demandait d'abord si mes projets me gardaient trop occupé. Une fois, il a dit doucement, « Sophie, je pensais que tu étais invincible, alors ça n'avait pas d'importance si je te causais un petit problème. Maintenant, je sais que les gens invincibles s'épuisent aussi. » J'ai dit, « Tant que tu le sais. » Il a hoché la tête sérieusement. Les familles doivent aussi réapprendre les limites. Je ne suis le puissant fond de personne et le bouclier de personne. Julien m'a envoyé quelques messages plus tard. La première fois, il a dit qu'il avait été transféré dans un département sans issue et que son salaire avait été sévèrement réduit. La deuxième fois, il a mentionné que Monique était toujours embourbée dans des poursuites judiciaires avec l'entreprise après son licenciement. La troisième fois, il a demandé si je pouvais l'aider à jeter un coup d'œil à un email allemand.
Je n'ai répondu qu'à la dernière. Veuillez soumettre une demande formelle d'engagement. Les devis sont au prix du marché. Il n'a plus jamais envoyé de texto. Je savais qu'il avait probablement enfin compris. Mon allemand n'était pas un cadeau gratuit qui venait avec le mariage. Mon expertise professionnelle n'était pas une ressource domestique qu'il pouvait utiliser et dégrader à volonté. Cet hiver-là, le projet du client allemand s'est terminé avec succès. Klaus a écrit dans l'évaluation finale, les capacités linguistiques et le jugement en matière de conformité de Madame Dubois ont apporté un soutien crucial pour rétablir une communication crédible pour ce projet. J'ai imprimé cette phrase et l'ai mise dans mon dossier. Après la conclusion du projet, Hushman Mobility a organisé un petit séminaire sur la conformité des fournisseurs à Chicago. Klaus m'a invité à présenter une étude de cas pour les participants nationaux. J'ai d'abord voulu refuser, non pas par trac, mais parce que l'étude de cas tournait inévitablement autour d'Apex Manufacturing, de Julien et de Monique, même si tous les documents publics étaient fortement anonymisés. Toute personne familière avec la situation saurait exactement de quoi il s'agissait. Chloé m'a dit, vous n'avez pas à parler du drame personnel. Parlez juste des faits professionnels. Ma mère a dit, vas-y. N'as-tu pas toujours aimé expliquer ces choses clairement? Ce qui m'a finalement convaincu, c'est l'employé qui m'avait envoyé l'email d'avertissement anonyme. Elle avait déjà quitté Apex. Elle m'a envoyé un message. Madame Dubois. Si vous êtes prête à parler, je veux venir écouter. Dans mon ancienne entreprise, il nous disait toujours que la conformité n'était qu'un obstacle aux affaires. Maintenant, je veux savoir à quoi ressemble une vraie conformité. Le jour du séminaire, je portais un costume bleu foncé. Le lieu n'était pas immense, rempli de dizaines de responsables qualité fournisseurs, de conseillers juridiques et de responsables des achats. Lorsque je suis monté au podium, j'ai vu quelques visages familiers d'Apex Manufacturing dans le public. J'ai aussi vu Julien. Il était assis au tout dernier rang, portant un masque, ses yeux illisibles. Je n'ai pas hésité. J'ai ouvert la première diapositive PowerPoint. Le titre était « Quand le langage, les documents et la responsabilité ne correspondent pas ». Où commence le risque? Je n'ai pas mentionné le dîner. Je n'ai pas mentionné le divorce. Je n'ai mentionné le nom de personne. J'ai seulement parlé de 3 principes. Premièrement, les limites d'autorisation des consultants externes doivent être explicitement documentées par écrit. Elles ne peuvent pas être considérées comme actives par défaut simplement parce que la personne est une connaissance, un membre de la famille ou un ancien collaborateur. Deuxièmement, l'authenticité des documents de remédiation de la chaîne d'approvisionnement l'emporte sur la livraison de projets à court terme. Toute post-datation, antidatation ou signature falsifiée fait passer un problème de contrôle qualité à une crise d'intégrité fondamentale. Troisièmement, le langage n'est jamais un outil pour obscurcir la responsabilité. Dans les communications commerciales interlingues, le plus grand risque n'est pas une erreur de traduction. Le plus grand risque est de supposer que l'autre partie ne peut pas vous comprendre. Lorsque j'ai atteint le 3e point, quelqu'un dans l'assistance a doucement ri. J'ai souri aussi. Supposer que quelqu'un ne peut pas comprendre est le pari le plus dangereux que vous puissiez faire en matière d'évaluation des risques. Klaus a hoché la tête depuis les coulisses. Après la fin du séminaire, de nombreuses personnes sont venues échanger leurs coordonnées. Une jeune femme a attendu que la foule se disperse avant de m'approcher. Sophie, c'est moi qui vous ai envoyé l'email anonyme. Elle était plus jeune que je ne l'imaginais, peut-être 27 ou 28 ans, avec des yeux incroyablement brillants. Merci, ai-je dit. Elle a secoué la tête. Non, je dois vous remercier parce que vous n'avez pas reculé à l'époque. J'ai finalement trouvé le courage de déposer un rapport officiel de lanceur d'alerte sur un autre projet avant de partir. Je pensais que nous devions simplement faire tout ce que la direction nous disait de faire. Plus tard, j'ai réalisé que si c'est moi qui signe le papier, les conséquences viendront me chercher. Je l'ai regardé, l'impression de regarder une version plus jeune de moi-même. Retenez bien cette prise de conscience, lui ai-je dit. Avoir peur n'est pas une mauvaise chose. Cela vous rappelle de ne pas donner votre signature à la légère. Elle a hoché la tête avec emphase. Julien m'attendait près de l'entrée de la salle de conférence. Il a baissé son masque, sa voix très basse. Tu as fait une excellente présentation. J'ai hoché la tête. Merci. Il a dit, je pensais que la conformité,
c'était juste des gens comme toi qui rendaient les choses inutilement compliquées. Maintenant, je sais que certaines choses sont compliquées pour que les mauvais acteurs ne puissent pas utiliser quelques mots simples pour détruire la vie de quelqu'un d'autre. Je l'ai regardé. S'il avait dit cela il y a quelques années, peut-être que je me serais adouci. Maintenant, c'était juste une prise de conscience qui arrivait bien trop tard. Je suis contente que tu le saches maintenant, ai-je dit. Il a offert un sourire amer. Nous ne pouvons vraiment pas revenir en arrière, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu immédiatement. Les gens rangeaient encore le matériel dans le hall. L'écran du projecteur se rembobinait lentement. Devant les portes vitrées, le soleil d'hiver à Chicago était vif et froid. J'ai dit, Julien, ce n'est pas cette nuit-là au restaurant qui nous a empêchés de revenir en arrière. Nous ne pouvions plus revenir en arrière au moment où tu as décidé que mon expertise pouvait être exploitée. Ma signature pouvait être falsifiée, et ma famille pouvait être utilisée pour me faire pression. Il a baissé la tête. Je suis désolé. J'ai entendu. Tu ne me pardonneras pas. J'y ai pensé. Je n'ai pas besoin d'utiliser le pardon pour prouver que j'ai tourné la page. La façon dont tu gères cela à l'avenir est ton affaire. La façon dont je vis ma vie à l'avenir est la mienne. Il ne pouvait plus dire un mot. Je suis passé devant lui vers les ascenseurs. Avant que les portes de l'ascenseur ne se ferment, je l'ai vu toujours debout au même endroit. Cette fois, je n'étais pas triste. Certaines personnes ne peuvent marcher avec vous que jusqu'à ce que leur plus profond défaut soit exposé. Après cela, elles n'ont plus rien à faire sur le reste du chemin avec vous. Peu après le séminaire, Klaus m'a envoyé une offre pour un contrat de conseil à long terme. Ce n'était pas un emploi à temps plein, mais une collaboration basée sur des projets, couvrant plusieurs audits de fournisseurs fixes et des sessions de formation à la conformité Interlink chaque année. Dans l'annexe du contrat, le titre était clairement écrit « Consultante indépendante en conformité ». J'ai regardé le mot « indépendante » pendant longtemps. Indépendante signifiait que je n'étais pas un accessoire au mariage de quelqu'un, pas un système de soutien domestique, pas un nom tiré d'un ancien modèle. J'étais moi. Avant de signer, j'ai lu chaque page, soulignant même les clauses de résolution des litiges. Quand j'ai signé, je n'ai pas pris de photos pour poster sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas non plus organisé une grande célébration. J'ai juste envoyé un message au groupe de discussion avec ma mère et Samuel. Le nouveau contrat est signé. Ma mère a répondu « Bien ». Samuel a répondu « Consultante Sophie pour la victoire ». J'ai souri, posé mon téléphone face contre terre sur le bureau, et suis retourné organiser mes dossiers. La vie ne s'est pas soudainement transformée en une fin de conte de fées triomphante. Ma mère avait toujours besoin de dialyse. Les projets apporteraient toujours une immense pression et il y aurait toujours des nuits tardives où je douterais de pouvoir tout maintenir à long terme. Mais ces défis étaient différents d'avant. Ils appartenaient à ma propre vie. Ce n'étaient plus des passifs toxiques qui m'étaient imposés par quelqu'un d'autre. J'ai le droit d'être fatigué. J'ai le droit d'avoir peur. J'ai le droit d'apprendre lentement. Mais je n'aurai plus jamais à prétendre que je ne comprends pas. Plus tard, cet employé anonyme a rejoint une nouvelle entreprise. Elle m'a envoyé une photo de son nouveau badge d'employé. Elle a dit que son nouveau rôle était toujours dans les systèmes qualité, mais cette fois, lors de l'entretien, elle a spécifiquement demandé si l'entreprise avait un mécanisme de dénonciation anonyme. J'ai répondu, bonne question. Elle a dit, je craignais que poser cette question ne me fasse paraître difficile à gérer. Maintenant, je pense que seule une entreprise assez courageuse pour répondre à cette question vaut la peine d'être travaillée. En lisant son message, je n'ai pu m'empêcher de sourire. Toutes les contre-attaques ne changent pas instantanément le monde, mais elles changent quelques personnes spécifiques. Elles changent la seconde où elles hésitent avant de signer leur nom la prochaine fois. Elles changent la question supplémentaire qu'elles posent face à une demande déraisonnable. Et elles m'ont changé. Je ne confonds plus le silence avec la maturité. Et je n'accepte plus que, simplement parce que quelqu'un pense que je ne comprends pas, il ait le droit de me blesser. Une fois que vous comprenez, vous devez agir. Une fois que vous agissez, le chemin réapparaît. Le chemin n'est peut-être pas large et il n'est peut-être pas facile, mais il vous appartient entièrement. J'ai ensuite écrit ces mots sur la première page de mon nouveau carnet de projets. Chaque fois que je l'ouvre avant une réunion, je repense à cette nuit-là, je pense à la façon dont, lorsque je me suis levé de cette table à manger,
mes mains tremblaient en fait. Le courage n'est pas l'absence de tremblement. Le courage, c'est avancer même en tremblant. Ce n'est qu'en sortant que l'on trouve de nouvelles portes. Derrière ces portes, il y a du vent, il y a de la lumière, et il y a moi. Complètement suffisante par moi-même. Non pas pour me vanter, mais pour me rappeler que les étiquettes que les autres essaient de me coller ne deviennent pas automatiquement une réalité. Femme au foyer, petite traductrice, ne peut pas se permettre un divorce. Émotionnellement instable. Tous ces mots m'ont été lancés. Mais au final, ce qui me définit n'est pas ce qu'ils ont dit, c'est ce que j'ai fait. Un soir, je suis repassé devant ce restaurant allemand au bord de la rivière. À travers la vitre, j'ai vu que les lumières étaient tout aussi chaudes. Les invités levaient leurs verres et riaient. Cette table près de la fenêtre était occupée par quelqu'un d'autre. Je me suis arrêté et j'ai regardé pendant quelques secondes. Il y a 6 mois, je me suis levé et je suis parti de cet endroit exact. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas jeté de vin. Et je ne les ai pas démasqués sur le champ. J'ai simplement écouté moins de 5 minutes d'allemand, me suis levé, suis rentré chez moi et j'ai rédigé mon règlement de divorce. Beaucoup de gens m'ont demandé plus tard, comment as-tu fait pour te retenir? Il ne s'agissait pas de se retenir. C'est parce que je savais avec une clarté absolue que la vraie vengeance n'est pas de les embarrasser sur le moment. C'est de s'assurer que le lendemain matin, lorsqu'ils regarderont l'accord de divorce, la transcription et la liste de contrôle des preuves, ils ne pourront plus jamais dire un seul mot sur ce que je comprends ou ne comprends pas. Le vent soufflant de la rivière était un peu froid. J'ai serré mon écharpe et j'ai continué à avancer. Mon téléphone a sonné. C'était un email de Klaus concernant un nouveau projet. Je l'ai lu et j'ai répondu, je suis disponible. Veuillez envoyer les documents. Une fois l'envoi réussi, j'ai levé les yeux vers les lumières se reflétant sur la rivière. Elles dormaient dans l'eau. Mais elles n'ont jamais été éteintes. Tout comme je pensais autrefois avoir été réduite à une ombre silencieuse par mon mariage. J'ai réalisé plus tard que je n'avais simplement pas parlé pendant très longtemps. Mais au moment où j'ai ouvert la bouche, ils ont découvert que je comprenais l'allemand. Je comprenais les mensonges. Et plus important encore, je savais exactement quand quitter la table, quand signer mon nom, et quand traduire ma propre vie là où elle appartenait.